Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette demi-heure d'information. Voici les titres du 13h de ce 23 avril 2018. La Côte d'Ivoire et la Banque mondiale ont signé samedi à Washington 3 accords de prêt d'environ 157 milliards de francs CFA en vue de soutenir la transformation de l'anacarde, la lutte contre l'érosion côtière et la mise en œuvre de la politique foncière rurale. On retrouve Alexis Ouedraogo dès le début de ce journal. Un véhicule avec une fausse plaque d'immatriculation de diplôme a été intercepté ce week-end par la police nationale. Un simple contrôle de routine qui va pourtant aboutir au démantèlement d'un réseau organisé. Leur atelier de fabrication de fausses plaques était situé à Adjamé. Au lendemain d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Antananarivo, l'arrivée d'hier dimanche a été calme dans la capitale malgache. Dans la matinée, le centre-ville était quadrillé par la police pour empêcher le rassemblement prévu. Les affrontements ont fait 3 morts samedi. La moisson est bonne pour la délégation ivoirienne aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Ce week-end, la Côte d'Ivoire a paraphé 3 accords de financement pour une enveloppe de 295 millions de dollars, environ 157 milliards de francs CFA. Et la mise en œuvre de la politique de transformation locale de l'anacarde occupe une bonne place parmi ces accords, suivant les précisions de notre envoyé spécial à Washington, Alexis Ouedraogo. 11e étage de la Banque mondiale, échange chaleureux entre délégations ivoiriennes et membres de l'institution avant la signature de 3 accords de financement. Enveloppe globale, 295 millions de dollars. Nous rentrons donc à Abidjan avec 3 accords que nous venons de signer, 3 accords de prêt avec la Banque mondiale. L'un relatif donc au financement de la filière donc anacarde, qu'on appelle Bird Enclave. Le second, c'est la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. Et le troisième est relatif donc au foncier rural. Et les plus heureux, ce sont les acteurs du secteur anacarde. Plus de 107 milliards de francs CFA pour booster la transformation locale. L'anacarde est devenu un produit extrêmement important pour la Côte d'Ivoire puisque c'est le 3e produit d'exportation après le pétrole, et après le cacao et les produits pétroliers. Il n'est pas possible de continuer plus longtemps et durablement à exporter des noix brutes de cajou quand la Côte d'Ivoire veut devenir un pays émergent. La transformation apporte beaucoup de valeur ajoutée et surtout beaucoup d'emplois. Avec eux, le secteur de la gestion du foncier rural. L'agence en charge d'élaborer des stratégies et programmes de sécurisation du foncier vient aussi d'avoir l'appui financier de la banque, avec en plus l'expertise pour l'accompagner. Une filière du foncier a été ouverte à l'École nationale d'agronomie de Yamoussoukro. Nous comptons au bout de 2 ans avoir 200 agents du foncier rural bien formés qui seront très proches des populations pour appuyer les sous-préfets et les organes déconcentrés du ministère de la Culture pour que ce ne soit plus désormais au petit bonheur dans l'approximation que des gens aillent parler aux populations de la question foncière. Autre secteur pris en compte, celui pour l'investissement de résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest. L'enveloppe permettra d'améliorer la gestion des problématiques liées au changement climatique en général et à l'érosion côtière et inondations en particulier. Et si la Banque mondiale s'engage de plein pied avec la Côte d'Ivoire, c'est que pour elle, le pays est celui sur qui il faut compter. La Côte d'Ivoire est un client de la Banque mondiale qui est important, un pays qui a eu des taux de croissance parmi les plus élevés dans la sous-région, avec une production agricole qui est l'une des plus fortes et des plus diverses en Afrique de l'Ouest. Et donc nous avons pu, avec les autorités ivoiriennes, mettre en place un certain nombre de projets, de programmes qui permettront justement d'accroître la production agricole, de relancer ce secteur qui est un secteur extrêmement important, particulièrement dans l'anacardier. Nous avons l'intention dans les mois à venir de également préparer un projet de 300 millions de dollars pour la filière cacao. Nous allons présenter au conseil d'administration de la Banque mondiale dans 1 mois un projet sur la mobilité urbaine. Je crois que le montant total sera de l'ordre de 315 millions de dollars. Et pour les années à venir, nous allons travailler également dans le domaine de l'assainissement pour aider justement à faire face à la pression démographique à Abidjan et justement pouvoir
offrir aux populations ivoiriennes des services d'assainissement qui soient à la hauteur de leurs aspirations. La rencontre a été aussi l'occasion d'ébaucher des projets à venir, dont l'érection de centres d'excellence sous-régionaux en Côte d'Ivoire et le projet urbain du Grand Abidjan qui devrait permettre de décongestionner la capitale économique du pays. Et puis vous allez le voir en image, en marge de ces assemblées du FMI et de la Banque mondiale, Christine Lagarde, la présidente du Fonds monétaire international, a accordé une audience au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le compte-rendu complet de ce tête-à-tête dans l'un de nos prochains journaux, toujours avec Alexis Ouedraogo, notre envoyé spécial sur place. Le Maroc veut intégrer la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Royaume en a formulé la demande à la CEDEAO, une demande qui suscite des interrogations de divers ordres. Le cercle de pensée marocain Amadeus, lui, a entamé une série de rencontres dans les capitales ouest-africaines. Après Dakar, le 29 mars dernier, c'est Abidjan qui abrite actuellement les échanges sur la problématique. Noël Niagno. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une entité régionale, le Maroc, un pays arrimé à l'économie mondiale, qui veut faire ses classes en matière d'intégration. Nous sommes comme des élèves. Nous avons tout à apprendre en matière d'intégration régionale, surtout qu'au niveau transversal, c'est-à-dire nord-africain, il n'y a pas d'intégration régionale satisfaisante. Donc le Maroc a fait le pari de l'Afrique. Le Maroc, en retournant à l'Union africaine, a voulu démontrer de manière irréversible sa profondeur ouest-africaine, mais son attachement à son continent d'appartenance. Nous nous rendons compte aujourd'hui que nos racines sont africaines et qu'elles resteront africaines. Le premier produit exporté par le Maroc est l'automobile, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. À côté de ça, le Maroc a développé des plans sectoriels très importants, notamment le plan Maroc vert en matière d'agriculture, qui lui a permis vraiment de pouvoir construire son PIB agricole, de pouvoir le développer. Sur le plan énergétique, aujourd'hui, la plus grande centrale solaire au monde est marocaine. Dans le domaine aussi du tourisme, le Maroc a pu développer un tourisme durable avec tout un plan qui lui a permis aujourd'hui d'être la première destination touristique africaine. Pour information, le Maroc reçoit chaque année 13 millions de touristes. Le Maroc dans la CEDEAO, élargissement ou approfondissement, on peut affirmer que c'est les deux à la fois. Le Maroc étant dans une position économique légèrement meilleure que les autres pays membres de la CEDEAO, à l'exception peut-être du Nigeria, donc cela peut nous amener à diversifier, ce qui ferait un approfondissement, c'est-à-dire en termes de plus grande production, d'industrialisation au sein de la CEDEAO. À ce niveau, les pays doivent prendre l'engagement de jouer le jeu en toute objectivité. Il faudrait absolument que chacun des pays joue le jeu et démantèle cette protection tarifaire. C'est-à-dire que ça paie des subventions à ces entreprises, ça paie des impôts, des droits de douane qu'il impose sur ces importations. En les démantelant, les entreprises qui sont au sein d'une même zone sont confrontées sur la base de leur capacité intrinsèque. Donc, leurs coûts de production ne seront pas surfacturés ou sous-facturés. De sorte que ce sont les entreprises qui ont réellement la capacité d'exister, qui vont exister, c'est-à-dire qui produisent à qualité égale les biens et les services au prix les moins élevés. Observer ces bonnes pratiques, c'est bien, mais faire adhérer les peuples et prendre des précautions culturelles, c'est mieux. Au-delà de la signature de l'accord de principe par le chef d'État, il leur était indiqué qu'il y ait des débats publics pour voir dans quelle mesure on peut mieux expliquer aux opinions publiques marocaines et d'Afrique de l'Ouest. Deuxièmement, il va falloir procéder à des réglages, non seulement économiques et financiers, mais même à des réglages culturels. Voilà qui va transformer les relations bilatérales en une intégration à une entité, la CEDEAO.
Le Maroc dans la CEDEAO, donc à Caen, nous le saurons bientôt. Le Maroc, d'ici là, offre d'énormes opportunités et avantages en matière d'enseignement supérieur. L'association des élèves, étudiants et stagiaires de Casablanca au Maroc veut en informer les Ivoiriens, principalement les futurs bacheliers. L'association vient d'ailleurs d'organiser un forum de conseil et d'orientation à leur intention. L'objectif est de mettre en lumière les réalités et les conditions de vie des étudiants ivoiriens à Casablanca. Le reportage de Sephora Zegui dans un récit d'Adama Kone. Le Maroc, une destination prisée par les Ivoiriens dans la poursuite de leurs études. Mais la quête du savoir dans le royaume chérifien ne se déroule pas toujours aisément pour ces étudiants qui, pour la plupart, sont à leur première expérience de vie à l'étranger. Un forum donc pour informer, conseiller et orienter les futurs bacheliers. Il était important pour nous, en tant qu'association des étudiants ivoiriens de Casablanca, qu'on puisse effectuer un tour en Côte d'Ivoire pour parler des réalités, pour préparer déjà ceux qui doivent effectuer les déplacements pour nouveau des études au Maroc, ce à quoi il faut se préparer, les conditions, les mesures à prendre pour ne pas être surpris. En plus de mettre à la disposition des futurs étudiants toutes les informations nécessaires en ce qui concerne les documents à fournir pour leur inscription dans les écoles et universités marocaines, les conseillers d'orientation ont présenté les avantages d'étudier au Maroc. Au niveau académique, il y a une rigueur dans l'enseignement. Il y a rarement des troubles. C'est un pays qui est industriel. C'est une plaque tournante de l'industrialisation. Et il y a non seulement la théorie qui est enseignée, également la pratique. Voilà, le matériel est mis à disposition, les équipements sont mis à disposition des étudiants afin de pouvoir s'imprégner du secteur dans lequel ils étudient. Au sortir du forum de conseil et d'orientation, les participants semblent avoir de nouvelles options pour leurs études supérieures. Le Maroc est un pays africain, mais en matière de technologie, ils sont mieux développés. Moi, je suis dans le domaine de l'industriel. Le Maroc est mieux développé que la Côte d'Ivoire, raison pour laquelle j'aimerais partir étudier au Maroc. Le forum de conseil et d'orientation de l'association des élèves, étudiants et stagiaires ivoiriens de Casablanca est à sa première édition. Je vous le disais en titre, les éléments de la police nationale ont intercepté récemment un véhicule avec une fausse plaque d'immatriculation de diplomate et le conducteur interpellé a dénoncé ses acolytes. Ses complices réunis dans un atelier de fabrication de fausses plaques dans la commune d'Adjamé ont été cueillis par la police. Abou Sanogo, reportage. Cette saisie s'inscrit dans le cadre de l'opération de lutte contre les incivilités. Opération qui inclut la lutte contre les plaques banalisées. Cet individu circulait à bord d'un véhicule dans le district d'Abidjan muni d'une fausse plaque d'immatriculation de l'ambassadeur du Burkina Faso accrédité en Côte d'Ivoire. Mais il sera vite interpellé par les éléments de l'unité de régulation de la circulation. Conduit à la préfecture de police d'Abidjan, interrogé sur ces faits, il a dit qu'il a acheté cette plaque d'immatriculation avec un individu. Et c'est seulement un surnom qu'il a donné. On l'a appâté et il est venu à notre rencontre à Cocody, non loin de la gendarmerie, où il a été interpellé. Ce dernier, interrogé sur la provenance de cette fausse plaque d'immatriculation, va coopérer avec la police, qui réussit à mettre la main sur ses complices. Ils seront surpris dans leur atelier de fabrication au moment où ils s'apprêtaient à écouler d'autres plaques d'immatriculation. Leurs matériels sont saisis, ainsi que plusieurs fausses plaques d'immatriculation à Adjamé Mirador. Cette plaque est unique, en tout cas pour le corps diplomatique en Côte d'Ivoire ici. Le 122 représente l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. Et le CMD que vous voyez là, ça veut dire chef de la mission diplomatique. Et le E, c'est bien le premier responsable de l'ambassade du Burkina. 4 individus ont été interpellés. 3 d'entre eux répondront des chefs d'accusation de faux usage de faux, fraude fiscale et concurrence déloyale. L'individu appréhendé à bord du véhicule avec la fausse plaque d'immatriculation sera poursuivi pour usurpation de titres.
Fin d'activité pour un réseau de proxénètes. Les membres de ce réseau qui opérait dans la commune de Port-Boué sont tombés dans les filets de la brigade mondaine. Le mode opératoire, ce réseau faisait miroiter des emplois à des jeunes filles depuis le Nigeria pour ensuite les contraindre à la prostitution ici à Abidjan. On en sait plus avec Abou Sanogo. Le moment est au regret pour cette jeune fille qui implore la clémence des hommes de la brigade mondaine. Elle fait partie d'un réseau de proxénètes et de traite d'enfants. Ses complices et elle ont réussi à faire venir du Nigeria une jeune fille âgée de 16 ans aux fins d'exploitation et de prostitution avec menaces et contraintes pendant 2 semaines. On m'a dit que je devais aller à Dubaï pour travailler dans un restaurant. Elle était à l'hôtel avec les ravisseurs jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus payer l'hôtel. Donc on les a emmenés dans un ghetto. Mais là, la demoiselle qui pleurait tout à l'heure s'occupait d'elle. L'élément majeur même dans cette histoire de proxénétisme m'a dit que si je refusais, qu'il allait m'emmener dans un lieu, il ne pourrait pas m'échapper, que j'aurais encore plus de problèmes. Si elle a refusé de se prostituer. Ce réseau a été vite démantelé dans la commune de Port-Boué. On les a interpellés dans un ghetto de prostituées situé précisément dans les environs du marché de nuit à Port-Boué. Mais ils iront plus loin en demandant une rançon aux parents de leurs victimes. Ils la séquestrent. Ils appellent le père de cette jeune fille qui réside à Dubaï. Ils demandent une rançon avant de libérer la jeune fille. Le papa a appelé l'ambassade de Dubaï et on a transféré l'appel à mon bureau. Et c'est là qu'il m'a dit qu'il y a des gens qui l'ont appelé d'Abidjan. Ils ont fait venir sa fille en Côte d'Ivoire ici. Et on lui demande une somme de 300 000 naira, ce qui équivaut à 500 000 francs CFA, pour pouvoir libérer sa fille. Les ravisseurs seront face au procureur de la République pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Quant à la jeune qui revient de loin, elle n'a qu'une seule envie, retrouver au plus vite sa famille au Nigeria. Maria Tokone, elle était la semaine dernière à Tengrela. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité s'y est rendue pour apporter la compassion du gouvernement aux victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire. Ce sont en tout 37 ayants droit de personnes décédées et des blessés qui ont reçu des chèques d'un montant de 36 millions de francs CFA. Kader Sokodogo, RTI Boaké. Après Daloa et tout le pleu, Cap a suivi Tengrela le week-end dernier pour apporter compassion et réparation aux victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire. Maria Tokone, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, a distribué des chèques et prises en charge médicale à 37 victimes composées de 35 ayants droit de personnes décédées et de 2 blessés. Montant total, environ 36 millions de francs CFA. La ministre en charge de l'indemnisation des victimes a exhorté les victimes au pardon, mais aussi à la vigilance. Elle a rappelé la gratuité de l'opération et réitéré la volonté du chef de l'État d'apporter réparation à toutes les victimes sans distinction. La seule condition, être victime de l'une des crises survenues en Côte d'Ivoire de 1990 à 2011, a-t-elle précisé. Chèques et prise en charge en main, les victimes empreintes d'émotion ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Par les souvenirs de la perte de ma fille, mais quand même, ce que le gouvernement a posé comme acte, j'en suis vraiment ravi parce que bon, j'ai su que c'est un gouvernement solidaire qui pense même à ceux qui ont des problèmes. On est très contents. Nous remercions Monsieur le Président de la République d'avoir à penser vraiment à nous, les victimes du département de Tengrela. Daloa, tout le pleu. Aujourd'hui, Tengrela, ce sont environ 235 millions de francs CFA qui ont été distribués à plus de 250 victimes et ayants droit de victimes en seulement 2 semaines. Pour rappel, ces réparations rentrent dans le cadre de la grande phase du processus d'indemnisation lancé par la ministre Maria Tokone le 30 octobre 2017 à Abidjan.
Souvenez-vous, depuis 2015, le gouvernement, à travers le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, a mis en place une opération. C'est une opération spéciale dénommée Agir pour les jeunes, de quoi résorber la question de l'emploi des jeunes. Sidi Tiemoko Touré s'est rendu récemment à Kong pour visiter les réalisations des bénéficiaires de cette localité. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse s'est félicité de l'engagement des jeunes à sortir de la pauvreté. Reportage Soro Corona de la station régionale RTI Boaké. Le chômage des jeunes demeure une préoccupation majeure pour le gouvernement ivoirien. Les autorités gouvernementales ont donc inscrit en priorité cette épineuse question, d'où la mise en place depuis 2015 d'une opération spéciale dénommée Agir pour les jeunes par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique. J'ai reçu 500 000. Il a fait d'abord un lavage auto-moto, après le lavage auto-moto, salon de coiffure. 40 000 jeunes de 18 à 40 ans ont bénéficié des financements de leur projet. Les bénéficiaires de la ville de Kong ont reçu la visite du ministre Sidou Touré. Le ministre en charge de la jeunesse s'est dit satisfait de la première phase de l'opération Agir pour les jeunes. Donc nous avons vu des jeunes qui ont bénéficié de l'opération Agir pour les jeunes et qui prospèrent, qui se prennent en charge, qui ont créé 2, 3, 4 affaires supplémentaires et qui ont embauché d'ailleurs d'autres nouveaux jeunes. Donc ceci est un exemple d'opérationnalité assez exceptionnelle et nous encourageons les jeunes à aller dans le secteur de l'entrepreneuriat. Les élus et responsables de jeunesse saluent l'engagement du président de la République, Alassane Ouattara. C'est nous, élus, qui sommes heureux, puisque nos jeunes ont été vraiment motivés et galvanisés. Je pense que les jours à venir, nous serons encore envahis par les projets. Je lance un appel à tous les jeunes de Côte d'Ivoire d'aller s'inscrire sur la plateforme de l'agence Emploi Jeunes et d'être là pour veiller à ce que justement les demandes soient prises en compte. La première phase de l'opération Agir pour les jeunes a mobilisé plus de 4 milliards de francs CFA. 8027 projets ont été financés. La deuxième édition des Vendredis de la chaire UNESCO a eu lieu il y a quelques jours à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, ici à Abidjan. La médiation des conflits, voilà le thème de cette édition. Sachez que la chaire UNESCO est une plateforme politique qui veut être un cadre d'échange et de partage sur les sujets relatifs aux formations. Le reportage d'Abou Sanogo. La médiation de conflits. Thème au cœur de la deuxième édition des Vendredis de la chaire UNESCO organisée à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody. Plateforme apolitique qui se veut être un cadre d'échange entre les différents acteurs de la chaire UNESCO pour la culture et la paix. Ce forum a pour finalité de rapprocher les auditeurs, les formateurs, les encadreurs et d'échanger sur les sujets relatifs aux formations de la chaire UNESCO. Michel Guillaume Ofnung a animé la conférence sur la médiation de conflits, qui pour elle est un atout de diplomatie économique. Le médiateur, selon elle, doit être impartial et indépendant. Pour elle, la médiation n'est pas une procédure allégée. C'est un processus et il faut donc mettre autour de la médiation une démarche qualité. La médiation diffuse une culture d'intercompréhension et les médiateurs sont les humbles tisserands de l'intercompréhension. Je pense que la médiation a un rôle important dans la prévention des conflits, parce que si on discute avant de se taper dessus, peut-être qu'après on ne se tapera pas dessus. Et puis, quand malheureusement le conflit s'est déroulé, il faut reprendre le chemin de la vie ensemble. Et là, à nouveau, les humbles passeurs de l'intercompréhension ont leur rôle à jouer. Cette rencontre fut un moment de partage mutuel de connaissances. Elle nous a permis, n'est-ce pas, de voir la différence entre ce qu'on appelle effectivement médiation, avec la mission de bons offices, l'arbitrage et la conciliation. Donc naturellement, c'est un concept qui a été dépouillé et ça permet à tout le monde effectivement, n'est-ce pas, de le comprendre dans les moindres détails. La chaire UNESCO est perçue comme une réponse aux nombreux conflits armés et troubles sociaux multiples qui secouent l'Afrique. Elle souligne également l'importance de la paix et de la nécessité de promouvoir les droits de l'homme et la démocratie.
À Danané, l'on est sur le chemin du développement. Des infrastructures sont chaque jour construites ou réhabilitées. 120 millions de francs CFA ont été investis par la mairie dans plusieurs projets qui viennent d'être inaugurés. Dans la foulée, le vieil hangar fait de paille a été remplacé par une vraie école, un vrai bâtiment fait de ciment et de peinture. Eugène Atoubé. Fini le temps où les enfants de Kinne, village dans la commune de Danané, recevaient l'instruction sous ces hangars de notre âge. C'est très difficile, parce que là, on n'est pas à l'abri des intempéries. Vous voyez, regardez le bâtiment qui est là-bas. Ça, c'est une salle de classe pratiquement décoiffée. Et c'est comme ça que nous travaillons ici. On avait un entretien des parents pour leur dire que ces enfants ne pouvons pas continuer à être dans ces conditions, parce que non seulement c'est vrai que le savoir devient difficile à dispenser, mais aussi ça va de la sécurité des élèves. Ce bâtiment nouvellement construit va désormais les accueillir. Il comprend 3 classes et un bureau pour le directeur. L'école primaire de Kinne, financée à hauteur de 25 millions de francs CFA par la mairie de Danané, fait partie d'un ensemble de 4 projets promis aux populations par le premier magistrat de la ville, Cissé Mamadou. Des projets entièrement exécutés, comme ici, au quartier Gontipleu, le marché de Gros, inauguré avec beaucoup de fierté par le préfet de Danané et ses invités. Au nombre de ceux-ci, le représentant de ONU Femmes, Jean-Claude Kwasi, le maire de Mans et les députés de Sipilou et Biancouma. Il y avait aussi la présidente du conseil d'administration de la FENASCO-Vici, Rélo Colette, qui invite les femmes de Danané à la cohésion et à la solidarité. Unissez-vous, travaillez ensemble. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Asseyez-vous, parlez, et puis vous dépassez ça, vous avancez. C'est ce que je voulais vous dire comme conseil. La difficulté majeure qu'on avait, c'est que nous n'avions pas de marché permettant à ces femmes de pouvoir écouler ces produits sur Abidjan, sur la Guinée ou sur le Libéria. D'où l'intérêt de la construction de ce marché, notre souhait que ce marché puisse profiter à un plus grand nombre de femmes de Danané. Le marché de Gros de Danané, d'un coût de 75 millions de francs CFA, cofinancé par la mairie de Danané et ONU Femmes, sera géré par les femmes elles-mêmes, qui devront élire la présidente du comité de gestion, avec les 3 autres projets que sont la construction de l'école de Kinne, le centre de groupage de Danané, la réhabilitation de la morgue de l'hôpital. La mairie de Danané aura investi au total 120 millions de francs CFA dans des projets socio-économiques au bénéfice des populations. Ma plage, mon pays, c'est un concept, une initiative de l'ambassade des États-Unis. Il s'agit d'une opération coup de balai qui se déroule dans la cité balnéaire Grand Bassam. Ma plage, mon pays consiste à nettoyer la plage et sensibiliser les populations sur les dangers des déchets plastiques. C'était à l'occasion de la célébration de la 48e journée mondiale de la Terre. Le témoignage de Nadia Eja et Franck Quadio. 100 personnes environ mobilisées à l'occasion de cette opération coup de balai pour rendre propre à 2 km de plage à Grand Bassam. Par cette action, la population est sensibilisée sur les questions environnementales et la nécessité de réduire la pollution marine. Pour cette 2e édition, le thème choisi, mettons fin à la pollution plastique, des volontaires ont apporté leur contribution. J'ai vu que c'était une initiative à louer parce que vraiment, il faut dire que les plages sont vraiment sales, ça nous empêche de nous baigner. Organisée par l'ambassade des États-Unis, cette opération s'inscrit dans le cadre de la 48e journée mondiale de la Terre. Au-delà de ce nettoyage collectif, ce sont les consciences qui doivent être éveillées pour un environnement plus sain. Être présent ici aujourd'hui ne suffit pas. Nous espérons que vous ramènerez cet esprit de bénévolat dans vos communautés. Nous espérons que vous encouragez les gens à arrêter de jeter des ordures par terre, dans la lagune, sur la plage ou par les fenêtres de leur voiture. La plage constitue l'un des principaux attraits touristiques de la Côte d'Ivoire, avec 550 km de littoral à préserver pour le développement du tourisme et de bien d'autres activités économiques en Côte d'Ivoire. Au lendemain d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre à Antananarive, la journée de dimanche 22 avril a été calme dans la capitale malgache. Dans la matinée, le centre-ville était quadrillé par la police, empêchant les rassemblements prévus pour rendre hommage aux victimes de la manifestation, qui a fait 3 morts samedi selon des sources hospitalières.
Et puis Salah Abdeslam, dernier survivant des commandos des attentats du 13 novembre 2015 à Paris et Saint-Denis, a été reconnu coupable ce lundi par la justice belge de tentative d'assassinat sur des policiers dans un contexte terroriste lors d'une fusillade survenue en 2016 en Belgique. Ni Abdeslam ni son co-accusé tunisien Sofiane Ayari, qui a été lui aussi reconnu coupable, n'étaient présents au tribunal pour le prononcer du jugement. Salah Abdeslam a été arrêté, je le rappelle, le 18 mars 2016 à Molenbeek, un quartier de Bruxelles, au terme de 4 mois de cavale et quelques jours avant les attentats suicides du 22 mars 2016 qui ont fait 32 morts à l'aéroport de Zaventem et dans le métro de Bruxelles. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Vous pourrez le revoir sur l'application RTI Mobile et sur rti.ci. Bonne journée sur la chaîne Kirasi.